Nous allons commencer cette 14e journée du SNOF. Je vous remercie d'être tous venus, malgré la concurrence du Congrès européen de l'ESCRS. Alors, on va commencer par une première table ronde qui sera essentiellement politique, avec des acteurs importants de notre entourage. On va parler d'abord de la convention médicale, de la financiarisation du système de santé, et puis le sujet qui intéresse beaucoup la profession depuis plusieurs années, qui est celui des centres de santé déviants. Donc, alors, pour cette première table ronde, on a la chance d'avoir Madame Marguerite Cazeneuve, qui est la numéro 2 de la CNAM, qui fait un duo avec le directeur général Thomas Fatome. Donc, vous pouvez peut-être vous installer pour la table ronde. Il y a également donc, Patrick Gasser, qui est le président du syndicat AvenirSP et coprésident de AvenirSP Le Bloc, qui est donc le principal syndicat de spécialistes, qui a gagné 40% aux élections URPS il y a deux ans. Tu peux t'installer. Yann Bourgueil, qu'on connaît bien, Yann Bourgueil, c'est un chercheur en santé publique, qui est depuis 25 ans à peu près, je crois, qui a longtemps travaillé à l'IRDES, donc l'Institut de recherche des études démographiques et statistiques en santé, et qui même était directeur pendant, je crois, 5-6 ans de l'IRDES, et qui actuellement qui a basculé sur la chaire Sciences Po santé. Donc Yann, vous pouvez vous installer. Et puis aussi Pierre Pégourier, qui est le secrétaire général du CNP d'ophtalmologie, et qui remplace aussi le professeur Béatrice Kochner, qui est retenue à Vienne, qui est la présidente du CNP. Alors avant qu'on commence cette table ronde, je voulais vous faire un rappel sur quelques news récentes sur l'ophtalmologie. Vous savez qu'on nous a beaucoup reproché pendant des années des délais excessifs de rendez-vous, puis c'est vrai que par rapport aux autres spécialités, on était largement au-dessus. Alors on a eu, grâce à tout ce qu'on a poussé, qu'on va voir après, il y a une amélioration assez notable des délais de rendez-vous, puisque depuis 2017, on est à 47% en moyenne d'après les dernières études pour la moyenne des délais de rendez-vous, et puis moins 58% pour la médiane. Alors ça a été confirmé, parce qu'aujourd'hui, certains nous ont dit ces études qui sont demandées par les ophtalmos, même si c'est le CSA qui les fait, c'est discutable, etc. En fait, ça a été confirmé l'année dernière par les chiffres de l'Observatoire de Doctolib, par une enquête du Guide Santé, par une thèse de médecine qui a été faite dans le Nord-Pas-de-Calais, qui trouve exactement les mêmes chiffres, et puis également même une étude de l'adresse qui est sortie en mai 2023, qui comparait les délais de rendez-vous pour les patients AME, C2S, et puis ceux qui n'avaient pas de prise en charge particulière. Alors cette baisse de délai, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle concerne également les agglomérations de moins de 100 000 habitants et même celles de moins de 20 000 habitants. Même si les délais sont plus longs, ça diminue en fait dans toutes les agglomérations, et on voit très bien qu'il y a une partie des patients qui consultent en fait dans les grandes villes, puisque maintenant les délais sont plus courts. Alors la grande évolution qu'il y a en ophtalmologie, ça a été le développement du travail aidé depuis le début des années 2000, donc avec les orthoptistes, mais également maintenant avec d'autres aides, des infirmières, des opticiens salariés, ou de ce qu'on appelle les assistants médicaux également. Donc il y a eu une pause durant le Covid, et puis c'est reparti en 2022. Donc là, on est à 78% des ophtalmologistes qui travaillent au moins avec une aide, donc qui n'est pas leur secrétaire. Alors tout ça, ça a des conséquences importantes aussi pour la prise en charge des patients, puisque, vous savez, si on prend le glaucome, qui est vraiment la pathologie la plus perverse qu'on a en ophtalmologie, puisqu'il n'y a pas de signe particulier, et si on attend que les plaintes des patients, ils arrivent au stade quasiment terminal, on a un taux de prise en charge qui est quasiment équivalent au taux de prévalence estimé, alors que c'est dans les pays anglo-saxons, par exemple, où les patients ne passent pas par les ophtalmologistes systématiquement, il y a la moitié des patients qui ne sont pas dépistés. Ce qui fait que, d'après les organismes internationaux, on serait le pays qui a le taux de cécité le plus bas de tous les pays développés.
Alors tout ça, ça a été obtenu dans une situation un peu particulière, puisque dans les années 90, en fait, la démographie médicale augmentait rapidement, et c'était les nouveaux médecins qui absorbaient l'activité nouvelle. Et depuis 1990 à peu près, jusqu'à aujourd'hui, on est dans une stabilité en termes de densité d'ophtalmologie, c'est à peu près constante, autour de 9 ophtalmos pour 100 000 habitants. Et bon, on peut espérer que ça remonte un peu avec le desserrement du numerus clausus, puis maintenant le numérus impertus. Mais durant cette période, on a quand même multiplié par 3, on a pu absorber 3 fois plus d'actes d'ophtalmologie. On a multiplié par 8 le nombre de cataractes opérées, par 5 les glaucomes traités, et puis les DMLA qui n'étaient pas du tout pris en charge, maintenant sont devenus une pathologie extrêmement importante dans l'activité des ophtalmologistes. Alors, il était prévu qu'il y aurait une chute très importante des ophtalmologistes et puis des médecins en général. Alors, vous voyez que l'ACME devait se trouver entre 2018 et 2023. On a réussi à peu près à stabiliser les entrées et les départs. Et alors que le pic devait avoir lieu en 2023, en fait, il a été avancé en 2021, sans doute du fait du Covid. Il y a peut-être des gens qui se sont dit que c'était le moment où ils devaient partir. Ce qui fait qu'on a eu une poussée en libéral de 291 départs en 2021. Et depuis, c'est en train de redescendre tout doucement. D'abord autour de 240 l'année dernière, puis autour de 220 en 2023, enfin au 1er juillet, pour les retraités. Et puis ensuite, on passera à 200. Et à partir de 2025, à 180, et après en dessous. Donc le pic des départs en retraite, contrairement à ce que dit par exemple l'adresse depuis 2 ans, on n'a pas constaté cette chute démographique qui était annoncée il y a 2 ans. Et d'ailleurs, l'adresse de publier les chiffres il y a 15 jours pour 2023, et on ne trouve pas cette chute qu'ils avaient prévue en 2021. Alors, on voit très bien ici qu'il y a une évolution considérable depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on est passé à un point d'inflexion, et depuis 2019, en fait, on a une nette augmentation des moins de 60 ans et une chute des plus de 60 ans. Donc vous voyez que l'écart c'est en train de s'agrandir, et ça bouge assez rapidement. La conséquence aussi, c'est le rajeunissement de l'âge moyen des ophtalmologistes, qui était à 56 ans en 2017 et qui est passé aujourd'hui à 53 ans. On sera probablement à 50 ans dans 5 ans. Donc vous voyez, on est quand même passé, enfin on est en train de passer et de basculer complètement au niveau démographique. On n'est plus dans le vieillissement de la population médicale, mais vers un rajeunissement. Alors les priorités qu'on avait fixées lors d'une conférence de presse il y a 2 mois en ophtalmologie, je pense que ça sera aussi les thèmes de la table ronde, c'est le problème des aires médicaux, avec le besoin d'un plan de déploiement des sites principaux et secondaires en zone sous-dotée, le problème de la financiarisation en cours de l'ophtalmologie, notamment avec les centres de santé, la loi qui a été publiée, mais on voit aussi des offres de télémédecine un peu hétéroclites qui se développent. Il faut aussi continuer à développer le travail aidé, notamment au travers des contrats des assistants médicaux. Il y a un rapport IGAS qui est sorti récemment. Et puis, il faut continuer à améliorer la démographie des ophtalmologistes, puisque la population qui va augmenter dans les 20-30 prochaines années, c'est uniquement une population de plus de 70 ans, d'après les projections démographiques. Et puis après, il y aura le sujet de l'optimisation, de la coordination avec les opticiens et les orthoptistes, et puis les règles professionnelles, mais ça sera plutôt le sujet de la 2e table ronde. Voilà, donc pour l'introduction, c'est terminé. Je voulais, pour commencer, poser une question à l'ensemble finalement des membres de la table ronde. Comment est-ce que vous voyez en fait la filière visuelle par rapport à l'ensemble, enfin à d'autres spécialités? Est-ce qu'elle vous paraît exemplaire? Est-ce que vous paraît tout à fait hors cadre par rapport aux autres? Qu'est-ce que ça vous inspire, Marguerite? C'est tout le monde, mais moi d'abord. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion, vous m'aviez déjà invité l'année dernière, et je vous en remercie. Et c'est vrai qu'on avait eu à cette occasion, en tout cas j'avais eu l'opportunité de pouvoir redire qu'effectivement la filière visuelle, elle fait quand même
figure d'exemple en matière de médecine libérale à plusieurs titres. D'une part, parce que vous l'avez très bien expliqué, il y a eu une forme d'auto-organisation de la profession qui vous a permis de réduire les délais d'attente pour les patients. Et donc, il y avait un sujet d'accès aux soins. Et d'une certaine manière, la profession s'est elle-même saisie de ce sujet d'accès aux soins qui faisait couler pas mal d'encre. Et donc, on voit bien qu'il y a eu un moment de tension à la fois de la part des assurés, auprès de l'assurance maladie, au Parlement, etc. Et donc, pour moi, c'est un exemple de profession qui a réussi à s'organiser compte tenu d'une démographie qui n'a pas non plus explosé. Quand vous avez raison, la démographie se stabilise à peu près, même si on constate quand même une chute par rapport au nombre d'habitants. Donc vous avez quand même une densité d'ophtalmo qui continue de diminuer. Mais l'organisation que vous avez mise en place, à la fois, j'allais dire, géographique, avec les paramédicaux, etc., fait que le sujet de l'accès aux soins ophtalmo n'est plus aujourd'hui quelque chose dont on parle dans la presse, partout. Et donc, dans une période un peu paradoxalement où en fait, ce sujet-là, pour l'accès aux soins de manière générale, est un problème, on voit bien que la filière visuelle, elle a réussi, la première, à passer ce cap-là sans baguette magique, mais avec une volonté de la profession de s'organiser différemment, avec des orthoptistes, avec un certain nombre de choses en matière de santé avancée. Et donc tout ça, je pense qu'on peut s'en féliciter. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde la profession d'ophtalmo et la filière visuelle, on se dit que c'est un bon exemple à suivre pour l'ensemble de la médecine libérale. Et puis après, j'y reviendrai, mais c'est aussi intéressant de voir que en ce moment, on a un sujet de financement qui ne vous aura pas échappé. Et c'est vrai que les ophtalmos font partie, par exemple, des professionnels qui prescrivent le moins. Alors, vous prescrivez évidemment des lunettes, des lentilles, etc. Mais votre prescription moyenne pour l'assurance maladie, elle est beaucoup plus faible que la moyenne. Alors, évidemment, ça dépend des spécialités, puisque par définition, c'est très différent d'être un ophtalmo que d'être un médecin généraliste. Mais on voit bien quand même aussi que là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que le bon soin, c'est aussi le juste soin, c'est aussi quelque chose qui a été intégré, entre guillemets, sans que l'assurance maladie n'ait besoin d'intervenir, ce qui, d'une certaine manière, nous arrange. Donc, des éléments dont on aura l'occasion de parler. Et puis, un dernier mot, puisque ça va être un des sujets dont on va également discuter, sur la financiarisation du système. Je pense que alors beaucoup ici diront que l'assurance maladie a mis un peu de temps à l'allumage. C'est sans doute vrai. Le fait est que, en tout cas, elle a considérablement changé sa politique par rapport au centre de santé d'Évian, etc. On en reparlera. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'aurait pas été possible sans une mobilisation de la profession qui a porté ses fruits et qui nous a permis aussi de trouver les bons outils pour faire tomber un certain nombre de centres ophtalmo d'Évian. Voilà. Merci. Yann Bourgueil, là, vous avez un peu suivi le développement du travail aidé, puisqu'à un moment, vous étiez aussi, il y a des fonctions à l'ONDPS, et puis la ONDPS a fait lancer une expérimentation sur les nouvelles coopérations, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Écoutez, merci beaucoup. Effectivement, il y a 20 ans, je me souviens qu'on travaillait ensemble sur la modélisation de l'expérimentation. C'était porté à l'époque par le ministre Mattei et Yvon Berland. Et alors, je me souviens aussi que les ophtalmos avaient été très, très titillés par une étude qu'avait fait Gérard de Pouvourville pour la CNAM à l'époque, qui montrait donc qu'il y avait des profils très différents d'ophtalmos entre les cliniciens, les chirurgiens, qui faisaient des propositions autour du développement de l'optométrie. Et il y a eu une réaction très forte et très dynamique des ophtalmos qui ont proposé un contre-modèle et qui a été donc soutenu aussi à l'époque, parce qu'il y avait un cadre expérimental, à travers ces expérimentations dites à l'époque de délégation de tâches, et que vous avez, c'est une des rares domaines où ça s'est vraiment fait avec un rythme très soutenu et un soutien aussi avec l'exigence de l'évaluation, l'exigence de la démonstration des effets, etc. Donc une approche très professionnelle, je trouve, pas uniquement de la pratique, mais de l'organisation des soins et du rôle
Voilà. Alors peut-être, je voudrais dire pourquoi ça a bien marché. Je pense qu'il y a une spécificité quand même de l'ophtalmologie dans le secteur de la santé, c'est qu'elle est massivement libérale. En fait. Donc elle est très cohérente, elle est très, je dirais, vous êtes très organisés collectivement, puisqu'il y a, je dis à la louche, à peu près 5000 ophtalmos, et les 9/10 sont libéraux, et l'essentiel de l'activité est libérale. Donc ça, c'est... Et le deuxième élément qui m'a frappé dans l'ophtalmo, c'est que j'ai tendance à comparer, alors je ne vais pas vous choquer, mais la filière d'ophtalmologie à la filière dentaire, en fait. Parce que d'une certaine façon, vous êtes une spécialité de premier recours, et une spécialité très technique. Donc vous intégrez en fait l'ensemble de l'approche. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui dans les processus de financiarisation, développement de centres de santé. Ça se fait dans le dentaire et dans l'ophtalmo. Donc je crois que c'est intéressant d'avoir cette perspective. Autrement, sur peut-être, je vais m'arrêter là. Hein, il y a quand même des points communs avec les autres spécialités aujourd'hui, il me semble, c'est qu'il y a une augmentation très importante des médecins en secteur 2 du fait de la réforme du 3e cycle d'études de médecine, qui, je pense, pose question. Donc, puisque avant il y avait un problème d'accès, je dirais, territorial aux soins. Bon, peut-être la question de l'accès financier peut se poser. Donc, ça fait partie des sujets. Et à ce titre-là, peut-être que la spécialité d'ophtalmo, alors est-ce qu'elle est distincte des autres ou pas, je ne sais pas. Et puis peut-être l'autre élément qu'on peut rajouter, c'est que dans ces démarches-là, les ophtalmos étaient assez gagnants d'une certaine façon, parce qu'ils ont à la fois répondu aux besoins, mais ils ont aussi une évolution assez régulière de leurs revenus. Enfin, la dernière étude de l'adresse le montre assez clairement, puisque la spécialité est quand même de 4e position en termes de revenus, et la croissance entre 2005 et 2017 des revenus a été très régulière. Donc il y a eu un effet, je dirais, très positif pour la spécialité de ce côté-là. Patrick, par rapport aux autres. Oui. À quel point tu penses que ce que nous on a mis en place chez nous, ça peut servir d'exemple à d'autres spécialités? Je pense que plusieurs spécialités sont aujourd'hui des modèles. Le premier, effectivement, à avoir engagé la mutation des prises en charge des patients, c'est probablement l'ophtalmologie. Mais si vous prenez d'autres spécialités, telles que l'anesthésie, telles que la radiologie, eux aussi ont engagé une mutation à un moment donné, parce qu'il y avait aussi une pression, la pression de la demande. Et aujourd'hui, on est bien dans cette pression de la demande tous. Et je dirais que demain, la convention, du moins je l'espère, sera centrée sur l'accessibilité aux soins associée à la pertinence et... tu l'as dit au départ, pertinence des prises en charge et accessibilité. Alors, bien sûr, c'est un modèle. Et c'est un modèle qui a quand même mis du temps, puisque moi, je me rappelle qu'il y a près de 15 ans, nous avions déjà mis en place la réflexion des assistants médicaux. 3 spécialités avaient réfléchi à ça. L'ophtalmo, la dermato, la stomato, tu étais, je pense que je n'en oublie pas d'autres. Et donc, il y a une spécialité qui s'est vraiment engagée, et à mon avis, due à la pression de la population, des politiques, de la CNAM. Alors, nous, dans quel sens nous allons pour arriver à une accessibilité aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire? C'est bien entendu de pousser le travail aidé. Mais le travail aidé, est-ce qu'on peut le mettre en place dans toutes les spécialités? Et c'est ça la difficulté. Cet après-midi, je vais voir les psychiatres. Et qu'est-ce que je vais leur dire aux psychiatres? Parce que aujourd'hui, vous savez que la première cause de passage aux urgences, c'est la maladie psychiatrique. Et donc, il va falloir s'attaquer à ce problème. Comment s'attaquer à ce problème alors qu'on a une démographie des psychiatres qui n'est pas non plus en franche augmentation? Eh bien, c'est de trouver des pistes pour accompagner la population avec d'autres professionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on essaie de développer dans chaque spécialité le travail aidé. Donc ça va être l'axe fort de
du discours, je dirais, d'avenir spé demain. Donc, on est pour les IPA, on est bien entendu pour les assistants médicaux, les infirmières, et donc dans une gestion du territoire. Parce que je pense que demain, il faut que les médecins revendiquent cette responsabilité populationnelle. Ça fait partie de notre métier. Et donc, il faut aller dans ce sens. Comment les ophtalmos doivent gérer leur bassin de chalandise, et je dirais même beaucoup plus loin que ça, le territoire dans lequel ils exercent. Et c'est, à mon avis, tout l'enjeu de la convention de demain, tout l'enjeu de la mutation des métiers. Et c'est pour ça qu'on a donné des pistes, et ces pistes, c'est notamment pour la médecine spécialisée, les équipes de soins spécialisés, et il y en a une au moins qui est montée, il y en a plusieurs, hein. Il y en a au moins 2, une à Paris et une dans le Nord, où on commence à avoir une dynamique. Mais ça veut dire, une ESS, c'est la responsabilisation des médecins vis-à-vis de l'ensemble de la population d'un territoire. Voilà. Donc ça veut dire accessibilité, mais ça veut dire aussi gestion démographique. Car si on ne s'attaque pas non plus à cette gestion démographique, ne vous inquiétez pas, et on l'a vu dans les petites lois qui sont passées au Parlement dernièrement, d'autres géreront cette problématique d'accessibilité. Donc ce que moi je pousse aujourd'hui, bien évidemment, c'est cette responsabilisation de la profession vis-à-vis de la prise en charge de l'ensemble de la population. Quant à la financiarisation, là aussi, ça fait... Marguerite, vous n'étiez pas là, mais je me rappelle de la première réunion que j'ai eue avec la DGOS il y a près de 20 ans, en leur disant « Oh, il y a un problème ». On m'a dit « Circuler, il n'y a rien à voir ». Bon, ok, aujourd'hui, on en prend conscience et je pense que c'est bien, mais n'oublions pas que la responsabilité de cette financiarisation... Non, elle est pas due à la CNAM. Je pense qu'on a une grande part, nous, de responsabilité dans cette évolution. C'est pas la faute des autres, d'accord ? On a été quand même vendeurs. Alors vous me direz, oui, mais l'évolution tarifaire a fait qu'on a été obligé d'aller dans ce sens. Voilà. Mais pourquoi ? Parce qu'il fallait investir, etc., et que les temps changent. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on reprenne la main. Alors, ça sera beaucoup plus difficile dans les établissements de soins qui sont déjà globalement pris par 3 grands groupes, et je pense, on en parlait avec Yann juste avant, il n'y en aura peut-être que 2 demain, et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Par contre, il y a tout un maillage du territoire qui fait que là, on a une vraie opportunité sur la mise en place, on en parlera peut-être, des pôles de santé spécialisés, et puis peut-être de centres autonomes, mais il faut là que à la fois le gouvernement, à la fois la CNAM nous accompagne. Voilà, moi je pense que pour pallier à la financiarisation, il faut aussi être force de proposition. Alors il faudra peut-être trouver, moi, ce que j'appelle des financeurs durables, mais ça, c'est pas simple. Et puis, il faut que la profession se réinvestisse, mais là, c'est aussi la confiance. Et aujourd'hui, la confiance n'est peut-être pas au rendez-vous. Alors maintenant, il faut créer les conditions de cette confiance. Voilà. Très bien. Juste pour terminer, Pierre, pour le CNP, il faut... M. Bourguel a souligné le fait que la profession était essentiellement libérale, mais qu'il faut quand même aussi souligner qu'à l'époque, on a fait participer le monde universitaire à l'évolution du travail aidé, et que finalement, ça a été un modèle qui a été développé aussi dans les hôpitaux. Et maintenant, les internes, ils sont formés comme ça, donc quand ils sortent, ils savent qu'ils vont devoir embaucher des orthoptistes ou d'autres assistants, comme les radiologues savent qu'ils ne vont pas pouvoir exercer tout seuls avec un scanner. Ils ont besoin d'un manipulateur radio, donc ça joue beaucoup sur l'évolution, je pense, du système. Oui, tout à fait. Je pense que
Il y a un point très important qui a été mis en évidence il y a quelques instants, c'est qu'on a développé sous la pression un travail en équipe. On était obligé de faire de la délégation, mais c'est de la délégation, c'est pas du transfert. Et je pense que la responsabilité du médecin, elle doit rester. Alors, dans les hôpitaux, c'est relativement évident et le travail aidé s'est développé peut-être après le libéral quand même, mais c'est sûr qu'il y est venu très vite pour les mêmes raisons. Et c'est vrai qu'on a l'impression maintenant que sur un plan général, il y a de plus en plus de champs d'activité qui sont ouverts aux paramédicaux ou aux autres professions de santé à côté de la médecine. On a l'exemple des pharmaciens pour les prescriptions d'antibiotiques, etc. Un certain nombre d'accès directs qui ont été proposés. Ça, c'est une réponse qui semble inévitable un petit peu au vu de la démographie médicale en général. On a l'avantage en ophtalmologie d'avoir subi cette pression avant les autres, d'avoir réagi un peu en conséquence et d'avoir développé un cadre qui peut effectivement servir d'exemple, qui fait que peut-être notre spécialité, malgré tout l'environnement qui est spécifique à l'ophtalmologie, hein, parce qu'il y a pas, il y a aussi l'industrie de l'optique à côté, en plus de l'industrie pharmaceutique, des cliniques, etc. Notre spécialité est peut-être un peu plus à l'abri que les autres de cette démédicalisation du soin. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on soit très attentif et les patients ont besoin que ce soit un médecin qui s'occupe d'eux, qui prenne la responsabilité finale, quoi. Et ça, c'est le travail en équipe et c'est quand même beaucoup plus facile de déléguer soit au sein d'un même cabinet, soit au sein de pôles de santé de différentes formes qui sont à développer effectivement. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que bon, nous, on s'est lancé il y a une vingtaine d'années là-dedans, mais il a fallu tout défricher, parce qu'il n'y avait rien qui existait, il n'y avait pas la formation des orthoptistes, il fallait revoir l'ingénierie, il n'y avait pas la loi n'était pas adaptée, après il va falloir évoluer les protocoles de coopération, les protocoles organisationnels, les décrets de compétences, etc. Alors que maintenant, tout est prêt, donc pour les autres spécialités, ça peut aller beaucoup plus vite. Les assistants médicaux, effectivement, ils ont commencé à les pousser avec Jean-Bernard Rottier en 2004-2005, et puis ça a été validé avec le plan à ma santé en 2018. Bon, mais tout ça, maintenant, c'est déjà en place, donc ça peut effectivement aller beaucoup plus vite pour les autres spécialités que cela a été pour nous. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, s'ils ont la volonté d'y aller, bien sûr. Thierry, je peux oui, me permettre vas-y. Juste une remarque sur la financiarisation, parce qu'on parle des centres de santé, et effectivement, moi, je remercie la Caisse qui a été bien plus réactive, en tout cas que les ARS, qui commencent seulement à bouger, alors qu'on les a interpellés. Bon, effectivement, la CNAM fait plutôt le travail de ce côté-là, et je pense que ça va continuer. On a encore comme des remarques qui nous embêtent, c'est qu'on a encore des praticiens qui nous disent, de toute façon, moi, en tant que praticien, je ne crains rien. Et c'est vrai qu'on a peu de praticiens impliqués, ça serait ma première question, en disant à un moment, il va peut-être falloir expliquer aux praticiens qui mettent les pieds dans ces structures qui sont plus déviantes, qui sont aujourd'hui des fraudeurs, on va être extrêmement clair. Sur la financiarisation, il y a deux modèles, il y a les centres de santé, et je vous rejoins. Bon, ceux-là, je pense que ceux qui fraudent, c'est tout, ça va se terminer. Mais on a aussi un modèle, cette fois-ci, des financiers purs, qui posent quand même un problème. Donc on a ceux-là sont également investissent actuellement en l'ophtalmologie, on l'a vu, ils sont été en radiologie, on l'a vu en biologie, et ça pose aussi un problème. Et je reviendrai juste sur la rémunération. Effectivement, la rémunération des ophtalmos a progressé par rapport à... On a gagné en efficacité, mais en fait, on a deux métiers. Aujourd'hui, on est ophtalmologiste et on est également entrepreneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le vrai frein des autres spécialités, il est clairement « je ne veux pas me transformer en tout simplement en chef d'entreprise, à gérer les ressources humaines, parce que c'est sûr que le travail ne se termine pas à 17h30 ou à 18h ou 19h30 quand on a fini la consultation. Il faut gérer tout le reste. Et il ne faut peut-être pas regarder l'aspect financier, combien le médecin gagne, mais combien il économise. Et je vais être un peu caricatural, mais la prise en charge aujourd'hui d'une chirurgie de cataracte, combien ça coûte quand c'est en public et combien ça coûte quand c'est en privé. Et aujourd'hui, on a des différences, on a une véritable perfusion aujourd'hui du système public. Moi, je travaille dans les deux. L'organisation du public fait qu'ils ont peut-être du mal à faire des choses avec cet argent, mais aujourd'hui, c'est plutôt
quel est le coût effectivement d'une prise en charge correcte médicale et est-ce que finalement cet argent ne doit pas être partagé. Et vous nous demandez de participer sur le territoire et je rejoins parfaitement Patrick, moi ça me va bien, mais à un moment c'est une mission de service public et on aimerait bien également avoir dans ces cas-là nous aussi une rémunération sur cette mission de service public à la hauteur de ce qu'on a sur le service public. Alors, on a parlé de la financiarisation, on a commencé à en parler. Et puis, les centres de santé, c'était l'aspect le plus évident qui est apparu à partir de 2018 en ophtalmo, mais en dentaire, c'est effectivement depuis 2012, 2013. Puis, le scandale Dentexia, etc. Et on est étonné de voir que les premiers scandales qu'il y a en dentaire, ça n'a pas eu de conséquences énormes sur les mesures préventives, parce que lorsque ça commençait à dévier sérieusement en ophtalmologie en 2019-2020, la CNAM nous a dit à l'époque, c'était M. Revel, dit mais on ne peut pas les arrêter, on n'a pas les outils. D'ailleurs, après, la CNAM a négocié un nouvel avenant conventionnel. Bon, il y a la loi Katabi, mais on s'est rendu compte que finalement, les pouvoirs publics n'ont rien préparé pour prévenir ce type de dérive. Alors, plusieurs choses quand même. Je vais y revenir, mais il y a effectivement la financiarisation et la fraude. Ça se recoupe en partie. C'est pas complètement les mêmes sujets. Et notamment l'affaire qui a été jugée cette année de la famille Gage. C'était à Marseille, je crois. Voilà, ils ont eu besoin de l'aide de personnes pour... Donc voilà, donc il y a je veux dire, cette histoire-là, c'est quand même une histoire dramatique, et c'est l'assurance maladie à l'époque qui s'est portée partie civile et donc qui a assisté à tous les procès, etc. Tout ça pour dire que bon, ça fait longtemps qu'on se mobilise quand même sur le sujet de la fraude. C'est pas un sujet qui est totalement éloigné de ce que fait l'assurance maladie depuis un certain moment. Après, ce qui est sûr, et ça je pense que c'est un sujet nous de réflexion pour l'avenir, c'est la question de savoir en fait qui est responsable. Parce que l'assurance maladie, en réalité, elle est responsable de la fraude financière, mais qu'on voit bien que sur la pratique médicale, il y a une sorte de zone grise, c'est-à-dire qui est en mesure de juger du fait qu'un acte est non pertinent, parce que en fait, quand on regarde le procès Gage, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous dévitalisez une dent, en fait, qui doit s'en saisir? Est-ce que c'est l'ordre? Est-ce que c'est l'ARS? À quel moment ça devient... Et donc, je pose juste ça pour dire que, d'une certaine manière, nous, la compétence de l'assurance maladie, elle est assez facile. En fait, c'est une compétence qui relève de la fraude à l'assurance maladie. Et donc, on s'est équipé, je vais y revenir, pour être beaucoup plus réactif. Mais c'est vrai que quand on touche à la pratique, la question de savoir à quel moment et quel acteur doit intervenir et quand est-ce qu'on tombe dans la faute, voilà, sachant que, je le dis, je mets un peu les pieds dans le plat, mais je veux dire sur la faute médicale, donc il y a quand même une prépondérance du rôle de l'ordre. Est-ce qu'on a le sentiment que systématiquement ces cas-là sont traités? C'est une question que je pose. Est-ce que l'ARS elle a elle-même les moyens de contrôler la pratique? C'est une question que je pose. Tout ça pour dire que sur les centres, en réalité, il y a eu les deux choses. C'est-à-dire que nous, on peut intervenir quand il y a une fraude financière, mais que souvent la fraude financière, elle s'accompagne d'une fraude sur la pratique. Et donc on l'a vu notamment sur les centres ophtalmo et dentaires. La deuxième chose, moi je crois beaucoup quand même que enfin voilà, vous avez été extrêmement efficace, vous avez été un lobbyiste efficace et je le redis puisque c'est important que, enfin, je pense que les gens ici en sont conscients, mais je pense que c'est important de le redire. On n'aurait pas fait ce qu'on a fait sur les centres ophtalmo sans votre aide. Je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience de l'assurance maladie qu'en fait il fallait arrêter. Et puis, en fait, je pense aussi que par rapport entre les centres et les professionnels, en fait, l'assurance maladie, elle a toujours voilà, elle est face à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a son cerveau droit qui dit il faut y aller, il faut bastonner, et puis il y a son cerveau gauche qui dit ouh là 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 là, notre relation avec les professionnels de santé, les pauvres, etc. Et donc c'est un peu comme ça. Enfin, vous le voyez bien, on est Et donc c'est assez amusant d'ailleurs, puisque l'année dernière, quand on a poussé dans la LFSS la fameuse mesure de déconventionnement d'urgence, et le fait notamment de pouvoir aller récupérer des indus au-delà de ce qu'on avait constaté, mais en reconstituant un historique. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait parce qu'on était sur le dossier d'Alliance Vision. On ne l'a pas fait pour aller embêter le médecin généraliste, etc. Mais tout de suite, il y a eu... tout le monde s'est levé dans le monde libéral en disant mais l'assurance maladie est vraiment très très méchante, etc. Vous avez raison de vous méfier, mais
Non, mais je veux dire, On se méfie toujours. non, mais je veux dire, ça fait partie de la Les abus dans relation. l'autre sens, oui. Ça fait partie de la relation, entre guillemets, et c'est normal, entre l'assurance maladie et les professionnels libéraux qui sont des partenaires, mais qui n'ont pas toujours des intérêts convergents. Mais en l'occurrence, pour vous dire que l'année dernière, on a mis dans la loi beaucoup d'outils qui nous ont permis de faire ce qui a été fait sur Alliance Vision et qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a concomitamment fait du déconventionnement d'urgence et déposé 27 plaintes au pénal. Ça, avant, c'était quelque chose qui était impossible à faire. Et donc, c'est pour vous dire que souvent, il y a aussi une parano, mais qui peut être justifiée. C'est pour ça que sur l'assurance maladie avec son bâton, nous, le but du jeu, c'est pas d'aller embêter le médecin moyen qui se débrouille comme il peut, mais on a quand même dans le viseur, et en réalité, ceux qu'on poursuit pour des actions de fraude, je vous assure que quand vous regardez les dossiers, c'est parfois des dossiers collectifs, mais c'est aussi parfois des dossiers individuels, ça fait quand même froid dans le dos. Enfin, moi, je suis arrivée à l'assurance maladie, je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir des praticiens ayant des pratiques aussi déviantes. Donc voilà, donc je pense que là-dessus, il faut effectivement, entre guillemets, nous laisser jouer notre rôle. Et puis sur la financiarisation, j'y reviendrai peut-être parce que c'est quand même un débat spécifique. On n'a pas aujourd'hui, en fait, c'est le constat qu'on a fait. Et on a travaillé avec la chaire Sciences Po, et ça a été pendant 1 an sur la financiarisation pour essayer de faire un constat de ce qui s'était passé sur la biologie, de ce qui était en train de se passer sur la radiologie, avec voilà, une question de savoir si d'autres secteurs étaient, entre guillemets, menacés. Donc on y reviendra sans doute. Et donc sur ce sujet-là, je ne crois pas qu'on puisse dire non plus que c'est de la faute des ARS. En réalité, c'est juste que le système de santé aujourd'hui dans son ensemble n'est pas équipé face à des acteurs qui font des LBO secondaires, tertiaires, parce qu'en fait, on ne sait pas faire. Et donc là, c'est notre responsabilité de créer des instances qui soient plus performantes pour aller chercher ce type de montage. Alors quand même sur les sujets précis de la CNAM et puis des centres de santé, là bon, on a eu le conventionnement d'abord de 5 centres, puis maintenant de l'Alliance Vision. Bon, il y a une trentaine de plaintes au pénal, il y a un juge d'instruction qui a été nommé, donc il y aura par la suite des procès. On sait qu'on est parti pour des années, hein, parce que en face, c'est pas des gens qui vont laisser tomber comme ça du jour au lendemain. Ils ont tous fait des référés. Bon, ils utiliseront toutes les ressources judiciaires pour ralentir le processus. Est-ce que dans les mois à venir, il y a encore d'autres centres de santé qui sont, ou d'autres chaînes qui sont dans le viseur? Enfin, nous, on en connaît quelques-uns, mais je ne savais pas à quelle échéance ça peut évoluer. Bah, honnêtement, on a plein de dossiers sur le feu. Après, il faut qu'on soit sur Alliance Vision. On a été bon parce qu'en fait, on l'a fait d'un coup d'un seul. On a pu, d'une certaine manière, faire tomber déconventionner les 13 en même temps. Et donc, le déconventionnement fait qu'il y a eu une fermeture immédiate. Mais en fait, il faut pour sortir, et parce qu'on a été pas mal interpellés, notamment sur les réseaux sociaux, en disant qu'on faisait rien, etc. C'est un peu différent. Quand vous avez un praticien qui fait une alerte en disant j'ai l'impression que le centre fait des choses un peu bizarres, et le fait de constituer un dossier qui soit suffisamment complet juridiquement, pour pouvoir déconventionner tout de suite, mais surtout pour que derrière, le procès au pénal, parce que c'est très facile d'organiser très vite son insolvabilité, de cacher les preuves, etc. Donc en fait, l'intervention, c'est comme dans les séries policières, quoi. Il faut, quand on arrive, il faut un flagrant délit, il faut pouvoir faire des perquis. D'ailleurs, au début, lorsqu'on a signé certains centres qui étaient vraiment très déviants, les CPM locales disaient mais on voit rien. Donc ils arrivaient à dissimuler très bien les choses. Ouais. C'était des vrais pros, quoi. Dans le PLFSS, il y avait également une proposition qui était intéressante, c'est le rendez-vous nominatif obligatoire pour les centres de santé. Parce que très clairement, avec tout le respect que Doctolib et l'avantage effectivement que tout cet outil nous a permis de travailler et de réaménager nos agendas, Doctolib ou d'autres d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un vrai souci sur les centres de santé, c'est la prise de rendez-vous non nominatif. Ça a été mis dans le texte de loi. La problématique de Doctolib aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal, soi-disant, à repérer effectivement les centres de santé. Est-ce que vous êtes en capacité de leur fournir la liste exacte? Parce que quand moi je discute avec eux, effectivement, ils me disent aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on ne sait pas ce qu'est un centre de santé. En fait, c'est assez clair. Je discutais avec un de mes collègues qui gère effectivement l'agenda chez nous. Il me disait, c'est assez simple de toute façon. Les vrais professionnels de santé, entre guillemets, classiques, on veut des rendez-vous nominatifs. Nous, nos patients prennent rendez-vous avec le docteur
secteur un tel, sauf l'urgence, sauf ce genre de choses. Je pense qu'ils vont avoir besoin de votre aide, parce que là, j'ai un peu la sensation qu'il se cache derrière. Ce n'est pas notre obligation, effectivement, d'aller mettre les rendez-vous nominatifs, c'est au centre de santé de se mettre dans les clous. Si on a la liste des centres de santé qui doivent être dans les clous, on sera en capacité de les interpeller. Donc, ce serait peut-être intéressant d'échanger avec eux, ou nous envoyer la liste ou leur donner en direct, parce que déjà ça, si on faisait sauter, ça permettrait de se rendre compte qu'on a effectivement des rendez-vous avec 5 médecins avec le même nom à 5 endroits différents et parfois à 400 km l'un de l'autre. Non, absolument. Et puis par ailleurs, enfin, sur les centres de, puis pour boucler ce sujet-là, mais en fait, on a poussé là aussi dans la LFSS. Nous, on a un sujet, c'est qu'un centre de santé, du point de vue de l'assurance maladie, c'est un seul effecteur. Nous, on ne connaît pas en fait les personnes qui travaillent dans un centre de santé. Ils n'ont pas de en fait, quand ils facturent, c'est le centre de santé qui facture. Et donc, c'est la raison notamment pour les sociétés de téléconsultation. En fait, pour nous, elles apparaissaient comme étant un effecteur, alors que ça pouvait être un centre de téléconsultation avec une plateforme, avec des tonnes de praticiens derrière. Donc là, ce qu'on va demander, c'est effectivement qu'au sein des centres de santé, il y ait un praticien nominatif, mais pas uniquement pour la prise de rendez-vous, aussi pour la facturation des actes. Et donc ça va être un très gros changement, parce qu'en fait, on va pouvoir, nous, avoir la vision qui est un peu opaque, hein, puisque c'est vrai que nous, du point de vue de l'assurance maladie, on ne sait pas qui y a derrière. Et donc ça, nous, on va exiger l'identification, y compris pour la facturation. Et donc, c'est ça le vrai game changer, avant même la partie rendez-vous, c'est qu'en fait, nous, on puisse savoir exactement, qu'on puisse tracer en fait l'activité des salariés, des praticiens salariés des centres de santé, qu'aujourd'hui, on est incapable de voir. Je rebondis pour la téléconsultation. On voit apparaître maintenant dans la téléconsultation des centres de santé, des dark centres de santé en fait, comme on avait des dark cuisines. C'est-à-dire qu'en fait, maison, ils ont des médecins salariés, on ne sait pas trop combien ils en ont en fait, et qui se répondent. Et alors, ça reviendra tout à l'heure chez les opticiens, mais on se rend compte aujourd'hui dans la télémédecine, dans des offres proposées sur certains opérateurs, ils ont 2 médecins salariés qui sont en capacité de proposer 50 rendez-vous au même moment. Donc on se doute bien que ces rendez-vous sont fictifs. Et on est vraiment sur des dark centres de santé en fait, comme les dark cuisines en fait chez Uber. Oui, pour rebondir sur les centres de santé, sur la loi Katabi, on voit que les différents articles de la loi résultent vraiment d'une bonne analyse du fonctionnement de ces centres de santé et de toute leur déviance. On voit que la CNAM réagit facilement, d'autant plus facilement maintenant que les textes qui ont été adaptés, mais il faudra quand même à terme qu'il y ait une intervention à la fois des ordres, qui doivent être vraiment sensibilisés, et aussi des ARS. Et c'est vrai qu'on a quand même le sentiment, nous, quand on sur le terrain, dans les régions, les contacts qu'on peut avoir au niveau des URPS, avec les ARS, etc., que d'abord, c'est quand même très hétérogène, qu'on n'est pas certain qu'ils aient vraiment des moyens pour développer tous ces contrôles, la formation, que c'est souvent des gens qui sont dans la fonction publique qui vont tourner, qui sont parfois mutés, qui changent de bureau tous les 2 ans, etc. Donc on n'a pas tout le temps les mêmes interlocuteurs, qui ont aussi une culture un petit peu de la fonction publique qui fait que très souvent, c'est un peu les méchants libéraux. Enfin, c'est le sentiment qu'on a nous, hein, souvent. Et puis, et que voilà, ils ont envie de défendre le public aussi. Donc, c'est quand même un petit peu une inquiétude qu'on a à ce niveau-là. En fait, c'est vrai que les ARS, on leur demande beaucoup aussi. Enfin, il faut réaliser que dans un département moyen, ils sont 15. Dans une TRS, c'est rien, sachant qu'ils ont des compétences très très larges, qui va du contrôle des eaux usées. Et donc, ils ont énorme. Enfin, la fonction régalienne de santé sur les territoires, elle est très importante et elle est assurée par très peu de gens qui, honnêtement, alors on peut avoir des débats, etc., mais je vous assure que à chaque fois que je vais dans une ARS, je vois des gens qui sont hyper motivés, hyper mobilisés, mais c'est juste, voilà. Et donc, c'est notamment la raison pour laquelle, sur la partie financiarisation, en fait, quand on a regardé, donc on a tout épluché, ce qui s'était passé, etc., qui avait le pouvoir de contrôle. En fait, l'assurance maladie, on n'a pas de compétences pour dire, attention, cette LBO, elle n'a pas le droit de se faire, etc. Et donc, en fait, en théorie, c'est l'État et l'ARS qui est censé pouvoir dire, par exemple, à un centre de biologie, attention, en fait, vous n'êtes pas en règle par rapport aux règles des SEL, etc. Mais en fait,
Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, les gens, etc. Et qu'en réalité, en fait, ce à quoi on fait face, c'est des acteurs internationaux, privés, qui font des montages financiers hyper complexes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé d'avoir une mission de contrôle national, c'est-à-dire qu'on forme une équipe au niveau national. Ça existe sur plein d'autres sujets. Ça existe sur le blanchiment d'argent, ça existe, voilà, et qu'on ait une mission qui soit spécialisée sur la financiarisation du système de santé et ses dérives. Une petite équipe avec à la fois des professionnels, avec des spécialistes de la finance, avec des magistrats, et que cette équipe-là, elle puisse être sollicitée soit par des professionnels, soit par l'ARS, soit par l'assurance maladie, et qu'elle puisse venir et diligenter un contrôle, un audit, et en fonction intervenir. Mais en fait, on a besoin... Enfin, moi, honnêtement, on a fait cette étude sur la financiarisation avec vous. Mais le bilan, c'est qu'on a en face de nous des acteurs qui sont bien meilleurs que nous, je veux dire, sur un certain nombre d'aspects sur lesquels on n'est pas nécessairement formé, on n'a pas nécessairement les compétences, et donc il faut juste qu'on s'équipe d'une équipe en mesure de faire ça, et on peut le faire, et je pense qu'on va, et on va le faire. Ça, c'est une des propositions du rapport chargé produit, là. Mais est-ce que ça va être transcrit dans le PLFSS? C'est comme pour les centres de santé, normalement, les ARS vont avoir des budgets supplémentaires pour contrôler. Moi, je me souviens d'une discussion avec la directrice de l'ARS Grand Est pour Alliance Vision Nancy, notamment. Puis je dis, vous voyez, ils ont été perquisitionnés, il y a des problèmes, etc. Elle me dit, ah oui, on sait. Puis je dis, alors vous allez faire un contrôle sur place? Il dit, oui, c'est prévu dans 2 ans. Donc il y a un vrai problème, effectivement, de moyens. Alors, Yann, vous qui avez travaillé quand même beaucoup sur la financiarisation, qu'est-ce que vous voyez comme solution à développer à court, moyen et long terme? C'est une question simple. D'abord, je voudrais dire qu'on a fait un travail assez rapide, qui est une première approche du champ, et on a mesuré à quel point on a un besoin de connaissances, ça c'est clair, mais vous aussi d'ailleurs. C'est-à-dire tout le monde a un besoin de connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe du côté des professionnels, pourquoi les professionnels se lancent dans la financiarisation eux-mêmes. Je crois que vous avez l'expérience de Point Vision, qui est quand même une démarche qui me semble être une association entre des professionnels et des financiers, qui ensuite font appel à des fonds qui sont quand même principalement finalisés par la rentabilité. Parce que quand on parle de la financiarisation, de quoi on parle? On parle quand même principalement d'acteurs assez éloignés du monde professionnel qui rentrent dans le champ de la santé avec des perspectives de rentabilité fortes. Et c'est vrai que si on voit alors à long terme ce qui se passe, du point de vue de New York par exemple, la santé c'est quoi? C'est une augmentation de la demande continue. C'est une solvabilité garantie, même pour les gens pauvres, etc., parce qu'il y a des systèmes de solidarité. C'est un payeur unique, ou pratiquement unique, en tout cas en France, et c'est des paiements très rapides. Il raisonne comme ça, le financier. Et puis à partir de là, il va dégager des fonds, et puis ils vont se lancer, ils vont rentrer sur le marché, ils vont placer des ressources. Donc c'est un raisonnement qui est assez, comment dire, simple, mais qui fait que la tendance est lourde, à mon avis. La tendance est lourde, elle se développe déjà depuis longtemps. Donc les réponses, alors il y a des réponses à court terme, sans doute sur limiter, repérer la fraude, mais je crois qu'une des réponses de fond, c'est de réfléchir à des modèles alternatifs, qui soient un peu comme le développait Patrick Gasser, c'est-à-dire, pour résumer ça, il y a un juriste qui nous disait, finalement, la financiarisation, c'est comme le gaz. Plus il y a d'espace, plus il l'occupe. Donc, est-ce qu'on laisse l'espace? Ça veut dire quel espace on lui laisse? Et si on regarde le système là, de santé français, il est quand même majoritairement privé. Tout le secteur ambulatoire est privé. Et pas uniquement les médecins d'ailleurs, le secteur. Donc, à partir de là, la financiarisation, c'est une autre forme de privatisation. C'est finalement un rachat de l'offre privée par d'autres acteurs financiers. Donc, c'est quoi les alternatives et comment on trouve des solutions pour éviter, en fait, à terme, une espèce de prise de contrôle? Je pense qu'il y a des approches qui peuvent être de s'attaquer finalement aux enjeux et aux justifications et aux raisons qui font que la financiarisation a du succès. Et si les centres de santé se développent, c'est aussi parce qu'ils répondent à des besoins. Un centre de santé, c'est du secteur 1, c'est le tiers payant, et alors, il y a des centres de santé publics qui se... Oui, peut-être, mais si vous voulez, en tout cas...
ça répond à un enjeu d'accès. Et donc c'est quand même aussi une des raisons pour laquelle il se positionne là-dessus. Et ça répond aussi à un besoin, semble-t-il, une attente de l'évolution du monde professionnel. Ça a été dit tout à l'heure, Monsieur Dédès l'a dit. Aujourd'hui, être entrepreneur, s'occuper de recruter du personnel, s'occuper de passer des heures en plus pour régler et réfléchir à la stratégie, discuter avec les financiers, parce que vous avez, et il y aura besoin de financiers, mais des financiers qui vont prêter de l'argent, enfin il faut investir de toute façon. Enfin, tout ça, c'est un vrai travail. Qui va faire ce travail? Les organisations deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus collectives, de plus en plus pluriprofessionnelles. Donc, il faut du management, il faut de la ressource. Donc, il y a aussi une réflexion à avoir sur le modèle professionnel, à la fois de l'organisation territoriale, à la fois de l'organisation de la production. Donc, je pense que c'est une réponse à long terme, mais il faut peut-être l'engager tout de suite. Voilà, je m'arrête là parce que je peux aller assez loin. Si je peux juste réagir, parce que là où je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense que l'apport de capital, surtout pour des professions pour lesquelles il y a un besoin d'investissement, de plateau technique, etc., il est évident. Et donc c'est là où, de manière un peu schématique, mais en fait il y a financiarisation et financiarisation. Si un investisseur, il investit dans le système de santé français, en se disant, en fait, ça c'est un investissement entre guillemets sécure, c'est plus du placement, parce que en fait, c'est un placement non risqué, puisque la demande elle va continuer à augmenter, parce qu'il y a une solvabilisation, etc. Je n'attends pas de retour sur investissement immédiat, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'avoir un placement sûr. Honnêtement, ces investissements-là, je caricature un peu, mais on en a besoin. C'est-à-dire que heureusement qu'on a des banques, des investisseurs, etc., qui décident de placer des capitaux sans attente de rémunération en termes de dividendes, en termes de plus-value, etc., mais qui font du placement, entre guillemets, sans risque sur le système de santé français. Et de ce point de vue-là, c'est là où il faut qu'on... Mais c'est honnêtement, aujourd'hui, quand vous regardez la part des financements, on aurait... Déjà qu'on a du mal à trouver de l'argent, on aurait encore plus de mal à trouver de l'argent. En revanche, ce qui est hyper dangereux, et c'est ça qu'on doit attaquer. Donc on a quand même maintenant un cadre réglementaire législatif qui nous permet de le faire, mais qu'il faudra sans doute améliorer. C'est les acteurs qui entrent avec un objectif de restructuration pour dégager des marges, pour augmenter la valeur de l'actif et le revendre à très court terme. Ça s'appelle des financiers qui veulent faire de la plus-value sur le système de français. C'est exactement ce qui s'est passé sur la biologie. Donc sur la biologie, les types, c'était des LBO sur LBO, secondaires, tertiaires, tous les 2-3 ans, etc. Là où je rejoins Patrick, c'est que je pense qu'il y a aussi une responsabilité des professionnels, puisque un biologiste qui accepte de revendre 50 fois sa part, je veux dire, il peut ensuite dire l'assurance maladie, truc machin, etc. Je veux dire, il accepte quand même de jouer le jeu du marché financier, c'est-à-dire qu'il y a une bulle spéculative, une valeur qui explose. Et à un moment donné, alors vous allez dire, bah oui, quand on vous propose un chèque de 2 millions, c'est difficile de refuser, je n'en doute pas, mais enfin, il y a quand même, à un moment donné, un professionnel qui accepte. Et donc je pense que dans la biologie médicale, il y a eu tout ça. Pareil, ça a été un bras de fer un peu compliqué. Moi, je pense que le signal de la baisse des tarifs sur la biologie, ça a permis de casser cette bulle spéculative et de dire aussi aux investisseurs étrangers et aux spéculateurs, en fait, les amis, le système de santé français, c'est pas un terrain de jeu, quoi. Donc, on arrête les... Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'effectivement, c'est pas une vache à lait. Par contre, les centres de santé, ce qui nous a fait, il y a 5 ans, Thierry, c'est la première fois qu'on en commence à regarder, c'était il y a 5 ans, c'est quand on a eu effectivement les dépenses en ophtalmologie qui ont dérivé et qu'on a demandé à ce que ça soit séparé entre public, privé, centres de santé. Et on a bien vu que l'augmentation, elle était à 98% que pour les centres de santé. Ce qu'il va peut-être falloir faire, et on le demande effectivement chez vous, c'est de nous sortir effectivement les dépenses selon les acteurs. On va dire l'acteur public, l'acteur centre de santé, l'acteur effectivement ophtalmologiste traditionnel dont je fais partie et l'acteur ophtalmologiste porté par un investisseur. Et ça, on a du mal à l'obtenir. Et effectivement, si finalement on arrive, parce qu'on n'est pas sur des fraudeurs, mais on est sur des gens qui font de l'optimisation à la cotation, et ils ont un principe que nous, on a du mal à gérer, qui est tout ce qui n'est pas, entre guillemets, interdit est permis.
Le médecin a une pratique différente et ils n'ont pas d'état d'âme pour aller pendant 5 ans, 10 ans en procédure. Un médecin, on gère quelques procédures pour des médecins qui sont classiques. Je peux vous assurer qu'ils n'ont pas envie de jouer avec le feu parce que ça leur gâche leur vie en fait. Aller en procédure, quand on a un contrôle médical pour un ophtalmo traditionnel, c'est 5 à 10 ans et moralement c'est très difficile. Et ces gens-là par contre n'ont pas de soucis en fait parce qu'ils ont cette approche-là. Donc et donnez-nous les outils et qu'on les regarde ensemble en disant ben voilà, une prise en charge médicale simple sur ces acteurs-là. Alors, vous savez très bien que sur le domaine public, en général, le prix est quand même bien plus élevé que quand c'est fait en libéral. Bon, c'est un autre débat, c'est une façon probablement de perfuser en partie effectivement le service public. Mais qu'on ait accès à ces chiffres comme on a pu avoir accès effectivement sur les centres de santé, on pourra avancer en vous disant bah, ça se justifie ou ça se justifie pas. Parce que pour avoir discuté avec les ARS, on a eu quelques discussions effectivement en disant bah oui, mais ces financiers ils sont venus, ils font un bilan complet quand les gens y viennent, ils ont investi du matériel. Ben, je peux vous assurer, vous pouvez visiter 99% des cabinets, le bilan complet il est réalisé, le matériel est exactement le même. En fait, il n'y a aucune différence. Après, ce qui est juste, il faut quand même l'entendre, même s'il y a une réaction sur le fait que ça coûtait plus cher à la Sécu, il n'y a pas de doute quand même que dans certains endroits, je veux dire, ces centres de santé-là, ils ont été accueillis à bras ouverts parce qu'en fait, il n'y avait pas d'offre. Et donc, il faut à la fois que vous repreniez d'une certaine manière la maîtrise de cet outil de travail, mais en même temps, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les ophtalmos se sont très bien organisés. Moi, je crois beaucoup aux ESS qui vont permettre de faire ça. Mais de manière un peu schématique, caricaturale, il y a aussi des endroits où les centres de santé ont permis quand même d'améliorer l'accès pour des gens qui n'avaient pas accès. Et je pense qu'on aurait fait venir des ophtalmos de n'importe quel profil avec l'argent qui a été versé pour les centres de santé. C'est-à-dire on revient à comment aider effectivement sur ces territoires-là. En fait, comment faire venir les gens et de temps en temps, c'est le nerf de la guerre et c'est effectivement un cabinet secondaire porté dans certains endroits, c'est compliqué. Et effectivement, si on a un cabinet secondaire, et je parle d'un véritable cabinet secondaire avec un ophtalmo qui se déplace et non pas un ersatz de cabinet secondaire où l'ophtalmo il vient jamais ou une fois tous les mois, à un moment, il faut peut-être les aider. Peut-être que l'argent est à mettre là en fait. Et ça aurait probablement coûté moins cher que de laisser ces dérives en fait. Oui, Chantal. D'ailleurs, si la salle veut intervenir, n'hésitez pas. Hein. Bon, moi, je parle de la base, parce que la base, vous êtes tous là. Et je regrette plusieurs choses. Moi, je regrette, premièrement, que les politiques n'aient jamais fait de mea culpa. Parce que si on en est là, quand même, à cette pénurie, c'est quand même les politiques. C'est l'idée que moins de médecins, c'est moins de dépenses. Ça, c'est Madame Aubry qui nous l'a dit. Que si on a moins de médecins, on aura moins de dépenses. Donc déjà, j'attends du politique qui fasse son mea culpa. Même si le politique d'aujourd'hui dit « c'est pas moi, mais quand même, je suis politique », donc je parle pour tous les autres qui ne se sont pas excusés, et je m'excuse devant les Français, et je m'excuse devant les médecins. Il n'y a plus assez de médecins, c'est moi, c'est ma faute aux politiques. Déjà, je pense que c'est déjà un gros pas qui sera fait. Merci. Moi, pour les centres de santé, la première fois, on avait parlé, elle me dit « c'est pas notre faute, c'est celle de Marisol Touraine, qui était plus là. » D'ailleurs, c'est vrai qu'il avait poussé beaucoup les centres de santé avec le tiers payant. Le numerus clausus, il n'a pas été porté que par le... moi, je suis totalement d'accord avec vous, mais je pense que l'État ne sait pas faire de mea culpa, les institutions ne savent pas... voilà, et donc ça, je suis totalement d'accord avec vous. Sur le numerus clausus, quand même, quand vous regardez les articles de l'époque, c'est pas un truc qui est porté que par les institutions. Hein. Oui, probablement, parce que les médecins, ils avaient peur de la concurrence, mais bon. Sauf quelques-uns. Sauf que nous, ça fait quand même 30 ans, enfin moi quand j'étais en début d'exercice, qu'on signe des pétitions tous les 2 ans, je veux voir mon ophtalmo, qu'on fait des articles partout. On n'était pas là-dedans. Et là, on n'a jamais été entendu. Hein, donc c'est quand même pas une surprise. Même l'ordre a dit on va être en pénurie. Donc c'est quand même pas une surprise. Hein. Donc il y a quand même un petit problème là-dessus. On est aux représentants de l'ensemble. C'est-à-dire que tout le monde, c'est une co-responsabilité. À un moment, effectivement, l'État ne sait pas dire, sauf à 50 ans, certains présidents ont dit qu'ils s'étaient trompés. Mais voilà, je pense que si on veut avancer, il faut que tout le monde dise, OK, on est dans une situation X, comment on y répond ? D'accord, mais quand même, il y a un mea culpa à faire, il y a une reconnaissance. Si, je pense que la base, elle attend ça. Hein, franchement. Peut-être que vous, en haut, vous attendez plus ça, mais la base, elle attend ça quand même. Parce que nous, on est quand même sous le feu du canon. Hein. C'est toujours les pauvres médecins qui sont responsables si on ne peut pas prendre de rendez-vous. C'est jamais le politique. On ne va jamais voir son député, on n'interpelle jamais le président. Si, un peu, mais pas trop. Hein. C'est quand même les secrétaires qui se font incendier. C'est les secrétaires qui se font incendier au téléphone. Donc voilà, nous, on le vit au quotidien.
La deuxième chose, c'est que nous, on est des bons élèves. Oui, on est très fiers d'être des bons élèves, mais on ne voudrait pas que ça devienne des épouvantails, ce qu'on a fait. Et peut-être que ça va devenir un épouvantail, ce qu'on a fait, notre délégation. Parce que finalement, on voit qu'on a été bons élèves, mais finalement, est-ce que nous, après, on n'est pas pénalisés par ça ? Est-ce que les bons élèves, par exemple, qui mettent de la Procam en fin de chirurgie de cataracte, qui sont rémunérés pour mettre cette Aprocam, mais au bout de quelques années, tiens, allez, on sucre la Procam et on n'a plus de rémunération. Donc nous, les bons élèves qui sommes passés à 99,9% d'Aprocam en fin de chirurgie de cataracte, et bien finalement, qu'est-ce qu'on a comme rémunération là-dessus ? On l'a plus. Les bons élèves qui ont pris, surtout en secteur 1, qui ont embauché des orthoptistes et qui cotent de la MY 8.5, tiens, au bout de quelques années, on baisse à MY 8. Donc finalement, est-ce qu'on est si bons élèves que ça, et est-ce qu'on est de bons exemples pour les autres professions ? Est-ce que les autres professions, elles ne vont pas dire, ouais, regardez les ophtalmos, oh là là, maintenant ils se font bouffer par les orthoptistes, et c'est les orthoptistes qui vont prendre le dessus. Donc il faut que l'assurance maladie, elle fasse attention à ça, à ce qu'on ne devienne pas des épouvantails pour les autres. Et puis pour la financiarisation, la financiarisation, c'était le dogme aussi, ça a été porté par le dogme de tout rembourser, tiers payant, secteur 1. Et donc ça a fait les centres de santé, ça. Donc s'il n'y avait pas eu ce tiers payant, s'il n'y avait pas eu, et le tiers payant obligatoire, l'assurance maladie, elle doit réfléchir là-dessus. Parce que si on est tous en tiers payant obligatoire, ça va devenir effectivement de la carte vitale qui va passer à toute allure et des choses qui ne passaient pas en carte vitale avant et qui vont passer en carte vitale, du genre docteur, mon ordonnance, je l'ai perdue, vous ne me la renouvellerez pas, j'appuie sur la touche, je fais l'ordonnance. Si c'est tout du tiers payant, la carte vitale elle va passer à chaque fois. Donc c'est pervers le tiers payant. Hein, ça, c'est. Voilà. Merci Chantal. On va peut-être passer quand même au troisième sujet parce qu'on avance, là il est 9h déjà 10. Il faudrait comme qu'on parle de la convention médicale, peut-être pas de règlement arbitral puisqu'on l'a déjà, mais alors, il y a eu un échec de la négociation précédente au début d'année, en janvier-février. Alors qu'est-ce que la CNAM tire un peu comme conclusion, en fait, comme enseignement de cet échec-là pour essayer de rebondir positivement pour la nouvelle négociation qu'on espère tous rapide, donc pas à la fin du règlement arbitral, mais si possible avant la fin de l'année. Et puis quelles sont les nouvelles pistes en fait par rapport à ce qui, parce que le CET, on a bien vu que même si après la fin il est devenu engagement territorial, ils n'ont plus contrat. Ça crée un blocage et puis surtout des incompréhensions entre les acteurs. Pourquoi est-ce que dans le même cabinet, il y aurait des rémunérations différentes en fonction de si on est signé ou pas au CET, si on peut y accéder, etc. Donc, quels sont les enseignements tirés par l'assurance maladie ? Et puis vous, Marguerite, en particulier. Alors, premier élément, je sais que ça paraît, c'est pas du tout la perception qu'il y a eu, mais d'ailleurs c'est un sujet pour nous après. Je veux dire, on n'était pas si loin. Enfin, peut-être que Patrick dira le contraire, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on était d'accord. Je pense qu'il y a eu des sujets à la fin sur lesquels on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais je veux dire, sur un terrain de négociation, c'est pas vrai qu'on a eu des interlocuteurs sourds de part et d'autre avec des réunions qui, en fait, systématiquement revenaient au démarrage, etc. Ça existe, des négociations où, en fait, on n'arrive pas à trouver d'accroche, etc. Moi, j'ai pas du tout le sentiment que c'était ça. C'est une négociation qui a été compliquée, qui a été, etc. Mais où on a beaucoup bougé entre le début et la fin. Où on a quand même, pour moi, réussi à craquer un certain nombre de sujets. Et je pense qu'on n'était pas loin de la signature. Je le dis sincèrement. Voilà. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un échec de la négociation, un échec de la convention, et à partir du moment où il y a un échec, il faut qu'on remette les choses à plat. Donc nous, on a beaucoup travaillé en interne pour se dire en fait qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Nous, on ne refera pas les mêmes propositions. Je veux dire, le contrat d'engagement territorial, la profession n'en a pas voulu, on ne le remettra pas sur la table. Je veux dire, il ne faut pas qu'on soit obstiné dans notre... à pousser un objet dont les professionnels ne veulent pas. Le principe d'une convention, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord de part et d'autre, et donc il faut qu'on trouve une autre manière d'aborder les choses.
La troisième chose, c'est que je pense quand même que dans la non-signature, il y a aussi un peu un cri de colère de la médecine libérale et en particulier quand même de la médecine générale. Je pense que ça, on l'a insuffisamment entendu. Le fait qu'il y avait quand même, on a fait une enquête après sur l'état d'esprit des médecins, etc. Une enquête qui est honnêtement très inquiétante sur le fait qu'il y a beaucoup de médecins qui se sentent c'était essentiellement des médecins généralistes, mais qui se sentent très mal dans leur métier, dans leur activité, dans leur profession. Et ça, il faut qu'on en tienne compte davantage, sans doute. Après, il faut quand même se remettre, entre guillemets, dans une discussion j'allais dire d'adultes. C'est-à-dire qu'une négociation, c'est une négociation. Et donc, il faut aussi accepter moi, je trouve, après, on a beaucoup négocié avec d'autres professionnels. Et en fait, d'une certaine manière, on a essayé de beaucoup négocier avec les autres professionnels pour avoir le temps de se reposer sur la convention médicale le plus rapidement possible. Moi, ce que je retiens aussi des négociations qu'on a signées, la nouvelle convention dentaire, la nouvelle convention avec les sages-femmes, avec les kinés, avec les infirmiers, avec les orthophonistes, enfin, on a signé avec tous les autres professionnels. C'est qu'en fait, c'est quand même possible, et c'est pas l'objet conventionnel qui est mort en soi. C'est qu'on est capable de trouver des accords avec des professionnels, mais ça suppose aussi d'avoir une volonté commune d'arriver à quelque chose. Si en face, en fait, il n'y a pas d'envie d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc nous, tout ça pour dire qu'on est dans un état d'esprit très humble sur le fait que si ça a raté, c'est au moins à 50% entre guillemets de notre faute, c'est-à-dire qu'à la fin, on n'a pas réussi à faire les bouger ou de comprendre certains trucs. Je pense quand même qu'on n'était pas loin, ce qui me donne, j'allais dire, un peu d'optimisme pour la suite. Et donc, je pense qu'il y a des choses qu'on fera différemment, qu'on aurait fait différemment et qu'on fera différemment. Mais il faut qu'en face, on ait aussi, et ça, mais je pense que vous le comprenez très bien, une convention, c'est un contrat. C'est un contrat, et donc, par définition, c'est un contrat d'engagement. Et donc, l'assurance maladie dit, moi, je mets ça, et en face, les professionnels disent, moi, je mets ça. La clé, c'était l'accès aux soins dans les territoires. Donc c'est là-dessus qu'on s'est un peu bagarré. Sans doute que les outils proposés n'étaient pas les bons, mais ce qui est sûr, c'est que nous, dans le contexte actuel, une convention médicale, ça coûte très cher. Enfin, je veux dire, ça coûte dans l'absolu très cher. Alors vous allez me dire, et je suis d'accord avec vous, c'est un bon investissement. Vous prêchez de me convaincus. Mais je veux dire, dans l'absolu, ça coûte très cher. Et donc, il faut deux choses. D'une part, il faut qu'on arrive à montrer que quand on injecte de l'argent à cet endroit-là, et ben en fait, ça vaut le coup, d'une certaine manière. Et donc, en face, on a un certain nombre de besoins de soins auxquels on répond. Et donc, il faut qu'on puisse, nous, apporter les preuves, entre guillemets, que cet argent public qu'on va investir, il va se traduire par un meilleur accès aux soins. Et donc ça, il faut des garanties. C'est pas que de la confiance, dans le sens où il faut de la confiance, mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même quelque chose de contractuel. Et puis la deuxième chose, et ça j'y crois beaucoup, et je pense que c'est un peu plus prégnant aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques mois, on a aussi besoin de convaincre, nous, que en fait, il vaut mieux investir dans la rémunération d'un médecin que dans la prescription, que dans le financement d'arrêt de travail à gogo ou de médicaments, etc. Je le dis pourquoi ? Parce qu'on a, quand vous regardez les dépenses d'assurance maladie, c'est aussi les arrêts de travail, c'est aussi les médicaments, etc. Et qu'on a une consommation totalement atypique en France. Et donc, il peut y avoir des réactions qui disent l'assurance maladie ment sur ces chiffres, etc. Je vous assure, je reviendrai ici avec plaisir vous présenter les chiffres. Nous avons une consommation atypique de médicaments et d'arrêt de travail. Et donc, à un moment donné, si on n'arrive pas à avoir un deal avec les prescripteurs pour se dire, en fait, l'argent, on ne le met pas au bon endroit parce qu'on met de l'argent sur du médoc à gogo, alors même que ce qu'il faut, c'est mieux rémunérer le professionnel et qu'un bon médecin, c'est pas forcément un médecin qui prescrit beaucoup. Je pense que là, il y a quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord. Mais vous voyez bien qu'en fait, c'est quelque chose de contractuel où on a besoin. Nous, notre enjeu, c'est d'améliorer l'accès aux soins des assurés, d'avoir un système de santé qui fonctionne. C'est pour ça qu'on est là. On n'y arrivera pas sans les professionnels de santé. C'est les professionnels de santé, et en particulier les médecins en l'occurrence, qui ont la clé. Mais il faut qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus. Ouais, Patrick.
On n'était pas loin, mais on n'y est pas arrivé. Donc c'est un échec. C'est un échec important dans la mesure où on ne peut pas se permettre d'avoir un deuxième échec. Pourquoi ? Parce que simplement certains utiliseront cet échec pour mettre en place une régulation totalement différente et certains disent déjà avec les professionnels de santé, on ne peut pas négocier. Donc c'est l'État qui gérera et qui gérera seul. Donc ça arrangera, à mon avis, personne, ça n'arrangera pas la CNAM et ça n'arrangera pas les médecins. Voilà. Parce que je pense que la discussion, et Marguerite vient de le dire, une négociation, c'est de trouver un accord sur des sujets communs que l'on défend. Et le premier sujet, je crois qu'on l'a dit depuis le départ ici, c'est quand même l'accessibilité aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, et du moins hier, la problématique que nous avons eue, c'est à la fois, en même temps, une négociation, deuxièmement, des lois portées par des députés de droite, de gauche, du milieu, qui ont pollué cette négociation. En plus des coordinations qui se sont mises dans le système et qui ont placé les syndicats dans un genre de corner où personne ne peut plus s'en sortir, sinon le risque c'est d'être désavoué. Alors maintenant où on en est, je crois que tous les syndicats souhaitent que la négociation reprenne sur des bases différentes, c'est-à-dire engager une méthodologie aussi de négociation probablement différente, avec toujours comme objectif, l'objectif principal, qui est l'accessibilité. Et c'est de savoir quelles sont les propositions des uns et des autres. Donc on ne va pas les dévoiler aujourd'hui, d'accord ? C'est l'art de la négociation aussi. On ne va pas développer la stratégie qu'on va engager demain. Mais bon, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous, on a continué à travailler sur les problématiques d'accessibilité aux soins et de valorisation de l'expertise du médecin, d'accord ? Et particulièrement pour nous, l'expertise des médecins spécialistes, puisque Marguerite vous dit la difficulté aujourd'hui et le mal-être que les généralistes ont. Mais est-ce qu'on a analysé le mal-être et aujourd'hui la pression que l'ensemble des spécialités ont aujourd'hui sur l'accessibilité aux soins ? Vous l'avez dit, la première qui prend tout dans la tronche aujourd'hui, c'est la secrétaire. Parce que nous avons la chance, pour certaines spécialités, d'avoir une secrétaire. Et aujourd'hui, notre principal problème, c'est de trouver des secrétaires qui veuillent bien venir travailler avec nous. Et vous savez que les secrétaires ne sont pas considérés aujourd'hui comme des soignants. Donc elles ont été en plus. Elles n'ont pas eu les primes Covid, elles n'ont pas eu le Ségur. Et aujourd'hui, les personnels qui travaillent avec nous dans les établissements de soins plutôt privés n'auront pas non plus l'augmentation salariale que certains, et notamment dans le public, ils auront. Elles auront. Ce qui est totalement justifié. Le métier d'infirmière est un métier difficile, d'accord ? Le travail de nuit, etc., ce sont des métiers difficiles. Donc il faut les valoriser. Mais pourquoi une infirmière du privé et une infirmière du public ? Oui, mais cela montre bien qu'il faut investir. Et aujourd'hui, l'État a dit et a montré, on investit tout dans le public et assez peu dans le privé. Alors que nous participons au service public, et ça, personne ne peut le nier, d'accord ?
On essaie aujourd'hui de mailler le territoire, et je pense que de plus en plus de spécialités réfléchissent dans ce sens. D'accord ? On les a amenés, je crois qu'on a amené l'ensemble des spécialités à y réfléchir et à faire des propositions. Donc des propositions, on en a, mais il va falloir avoir une vraie valorisation. Alors, est-ce que l'État demain et l'état des finances en France, on peut se le permettre? Nous verrons le PLFSS. Je ne suis pas certain que... Donc il faut essayer de trouver des pistes. Les pistes, la première piste, et d'ailleurs la piste que nous vous avons proposée, Madame Cazeneuve, et au ministre avant-hier, c'est peut-être une ouverture d'un secteur de liberté tarifaire, encadré, négocié, solvabilisé, pour que les plus précaires n'aient pas cette problématique du complément d'honoraires. Parce que on peut regarder ce que les complémentaires mettent dans leur contrat. Il y a des choses qui me paraissent peu ou pas pertinentes. Je vais en prendre un seul exemple, qui sont les ostéopathes. Un ostéopathe, vous avez vu, la consultation chez un ostéopathe, c'est 60 € même plus parfois. Et dans beaucoup de contrats, c'est remboursé. Moi, ce que je vais demander demain aussi aux complémentaires, c'est de peut-être avoir un financement vertueux, un financement pertinent. Car aujourd'hui, vous comme nous, souhaitons aller dans la pertinence des prises en charge. Pertinence des prises en charge, ça veut dire aussi peut-être faire des économies sur la biologie, sur les actes redondants, etc. Mais comment aide-t-on les professionnels à aller dans ce sens? Cela veut donc dire qu'il faut valoriser ces professionnels. Et donc, ça sera, je dirais, le fil rouge de notre négociation. Après, vous avez vu, on est dans, je pense qu'au sein du syndicat Avenir Spé et de toutes les spécialités qui sont adhérentes à Avenir Spé, hein, parce que moi, je ne suis pas grand-chose. Hein, moi, je fais la coordination du truc. Hein. Ils veulent la pertinence, ils veulent le maillage territorial, ils veulent l'engagement vers la délégation de tâches, le travail aidé, d'accord? Ils veulent être des entrepreneurs pour beaucoup, il y en a qui ne veulent pas être des entrepreneurs. Après, on s'organise comme on veut, on prend des collaborateurs, etc., etc. Mais il faut que les entreprises aient de la visibilité. Et cette visibilité, elle passe nécessairement par les tarifs. Voilà quel est un peu ce fil conducteur. Je dirais aussi que nous nous sommes engagés à la permanence de soins. Pour nous, la permanence de soins appartient au métier du médecin. C'est une responsabilité collective. Là aussi, c'est un dossier qui va être traité dans l'année à venir. Et nous sommes tombés, et le ministre en était d'accord, me semble-t-il, sur deux termes qui vont être le socle de cette négociation aussi sur la permanence de soins en établissement, qui sont la transparence de l'organisation. C'est-à-dire que si on dit c'est une obligation pour tout le monde. D'accord? Que ce soit PUPH ou qu'on soit interne. La deuxième chose, c'est l'équité. L'équité, alors on peut parler équité de la rémunération, mais ça va être aussi l'équité derrière du repos compensateur, des choses comme ça. Donc il y a une négociation qui va s'engager. Donc vous voyez, la négociation, elle va être triple. Elle va être d'une part avec l'assurance maladie, et ça, je suis persuadé qu'on arrivera et je l'espère, conclure quelque chose. Et franchement,
Je pense qu'on a beaucoup travaillé pour essayer d'y arriver. On aura une négociation avec, et je souhaite que l'assurance maladie accompagne cette négociation avec les complémentaires. Et puis la troisième, c'est bien entendu avec l'État sur l'organisation du service public. Et ça, attendez, moi, on a toujours été pour, d'accord ? Mais je ne reviendrai pas sur l'historique de la permanence de soins en établissement. Voilà, ça va être notre axe, et j'espère qu'au travers de ça, bon voilà. Après, il faut que ces négociations commencent tout de suite. Du moins, tout de suite. Les pré-négociations, entre guillemets, commencent tout de suite, parce que je vous rappelle qu'il y a un mot d'ordre à partir du 13 octobre, qui est toujours valable, de cessation d'activité. Et pourquoi cessation d'activité ? Simplement pour montrer que la médecine libérale, qui se sent aujourd'hui oubliée, parce que ce qu'on a montré, c'est le déversement de milliards d'euros sur l'hôpital public, qui va mal. Et on sait tous que l'hôpital public va mal, le libéral ira mal, et vice-versa. Donc, on peut le comprendre, mais je pense qu'il y a un oubli, et en plus, il y a un oubli dans le discours souvent. Il faut qu'il soit un peu plus proactif, ce discours. Voilà, merci. Pour les négociations à venir, il y a un élément qui me semble n'avait pas été mis en avant dans la dernière négociation conventionnelle. Là. C'est que bon, quand vous négociez avec les orthophonistes, les dentistes, etc., ou les généralistes, vous avez un groupe assez homogène en face de vous. Alors les spécialistes, le problème, c'est qu'on est à une somme de spécialités aux pratiques très différentes. Et ce que je n'ai pas vu dans la dernière négociation, c'est qu'auparavant, il y avait des groupes thématiques, parce qu'il y a des mesures transversales pour les spécialités, mais également des choses spécifiques à traiter spécialité par spécialité. Par exemple, nous, on a un gros, notamment sur l'accès aux soins dans les zones sous-dotées avec les cabinets secondaires, mais on a aussi des forfaits techniques qui se pourraient mettre en place, par exemple, pour les DMLA qui n'existent pas, et peut-être que la réduction actuellement des tarifs des IVT, enfin des anti-OGF qui sont conséquents permettrait d'y arriver. Enfin, il y a des thèmes particuliers ou des consultations spécialisées qu'il faut traiter, à mon avis, dans des groupes thématiques, parallèlement à la négociation globale, quoi. Et ça, je n'ai pas vu en février, quoi. Honnêtement, c'est un peu normal. Parce que en fait, la convention, quand elle est dénoncée et qu'elle doit être renégociée, on a très peu de temps. En fait, la somme des sujets, ne serait-ce que les transversaux, c'est quand même un rythme de dingue. Et donc c'est vrai que souvent, sous votre contrôle, en tout cas, vous avez plus d'historique que moi, mais il y a la base, le socle qui est négocié au moment de la convention, c'est-à-dire dans le temps imparti. Et ensuite, il y a des groupes de travail conventionnels qui permettent d'avoir des avenants. Alors là, maintenant, on est dans une situation différente parce que c'est le règlement arbitral qui va entrer en vigueur. Et donc, on a 2 ans pour négocier. Donc moi, je rejoins Patrick. Je pense qu'il faut qu'on renégocie vite. Mais on n'a plus de deadline imposé. Je pense néanmoins qu'on a aussi intérêt à signer vite, y compris pour que les briques de base puissent se mettre en place. Mais en revanche, il faut qu'on se laisse le temps derrière d'identifier les groupes de travail pour lesquels il faut creuser spécialité par spécialité des évolutions conventionnelles nécessaires qu'on n'aura pas eu le temps de traiter dans des plénières avec tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, je voudrais revenir sur un point. Si nous, on a pu réussir à développer le travail aidé, ça demande des mètres carrés, ça demande du personnel, ça demande des machines, et on a pu le faire parce qu'on a une profession qui bénéficie d'une cotation adaptée. Et sans ouvrir le secteur 2 pour tous, je ne vois pas comment un médecin généraliste ou un spécialiste secteur 1 aujourd'hui peut mettre en place du travail aidé. Voilà. Un sujet immobilier est important. Je voudrais dire un petit mot, Oui, parce que ça va répondre d'ailleurs à cela. On va avoir des priorités. On aura des priorités, et chez nous, les priorités, c'est quand même d'accompagner les spécialités qui sont en plus grande difficulté. Je suis désolé.
bon, on a accompagné les ophtalmos, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, il y a des spécialités. Ne tuez pas ce qui marche et qui a prouvé ce qui marche. Il y a des choses, il y a notamment la psychiatrie, notamment la pédiatrie, notamment l'endocrinologie. C'est des spécialités qu'il va falloir accompagner, dont on a besoin en plus en ambulatoire. Donc, il y aura ces priorités, il y aura des choix, et ces choix seront faits avec l'ensemble des spécialités, bien entendu. Oui, je comprends tout à fait, mais à enveloppe permanente, je ne vois pas trop comment on ne pourra pas dépouiller Paul pour habiller Pierre. Ce que je veux dire, vous avez dit que les revenus des ophtalmologistes avaient augmenté. Oui, effectivement, mais Thierry, si tu peux repasser la diapo où les cataractes ont été multipliés par 8 à effectif ophtalmo constant, où on fait des IVT énormément. Donc oui, on gagne plus, mais on travaille plus, on est plus fatigué, on a une charge de travail importante, on a du personnel à gérer. Donc il ne faut pas dire qu'on a des revenus qui sont, entre guillemets, volés. Non, je pense que, voilà, DMLA, on en fait 1000 parce qu'on en faisait point. Hein, donc notre activité a terriblement augmenté, c'est très bien, on a fait ça pour prendre en charge la population. Et encore une fois, il ne faudrait pas qu'on devienne un épouvantail. C'est-à-dire qu'on dise, ah oui, vous regardez les ophtalmos, eh ben, ils travaillent 3 fois plus qu'avant, ils voient 3 fois plus de monde, et finalement, à la fin, comme on trouve qu'ils gagnent plus, eh ben, on ne les augmente pas et ils sont mis sur le côté. Donc attention à ce que vous allez faire. Oui, il y a des spécialités en particulier cliniques qui ont besoin d'être aidées, qui ont terriblement besoin d'être aidées, mais quelquefois ces spécialités sont celles qui n'ont pas pensé à se faire aider et peut-être sont dans un dogme, en psychiatrie particulièrement peut-être, du je ne peux pas me faire aider, je suis le psychiatre. Je conçois tout à fait ça. Mais effectivement, étant donné la pénurie qui justifie tellement de choses, eh bien, ils vont être obligés d'évoluer. Hein. Voilà. L'argent du Covid qui est économisé, ça va peut-être permettre. Juste un petit droit de réponse. D'abord, je n'ai pas dit que c'était de l'argent volé, comme vous avez dit. Pas du tout. J'ai dit simplement c'est des faits. Deuxièmement, je pense que ce que vous dites sur le travail qui augmente, vous soulevez un sujet qui, je pense, est quand même très important. C'est que je ne suis pas sûr que ce soit les attentes des nouveaux professionnels de santé qui arrivent sur le marché du travail, des nouveaux médecins, et que le modèle de travailler beaucoup et de gagner beaucoup n'est pas forcément celui qui se dessine dans le futur. Les nouveaux, ils travaillent autant que les anciens. On a fait une étude là-dessus. D'ailleurs, on va sortir une étude sur le temps de travail des médecins spécialistes qui va à l'encontre de l'idée globale. D'accord, mais il y a quand même un interdécile le plus élevé de revenus. La distribution des revenus est la plus grande chez les ophtalmos. Donc, il y a les ophtalmos qui gagnent beaucoup moins que d'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes activités, donc ils n'ont pas forcément fait les mêmes choix. Donc ça, je pense qu'il y a aussi je veux dire, ça, c'est une réalité qui, je reviens parce que ça boucle un peu sur le sujet de la financiarisation. Parce que vous avez parlé du problème de l'investissement qui est réel. C'est-à-dire qu'un des freins au développement des assistants médicaux en médecine générale, c'est les locaux, c'est les structures collectives, c'est les systèmes d'information, c'est les fonctions de management. Donc, et ça, les professionnels ne savent pas faire, ils sont pas forcément en vie, et donc c'est là-dessus que se mettent les autres opérateurs, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc, oui, mais ce n'est pas qu'un problème uniquement de ressources, c'est aussi un problème de capacité à s'investir, c'est de capacité à vouloir assumer ces fonctions-là, à devenir entrepreneur. Donc, ce n'est pas uniquement une question je dirais, de revenus. Et l'autre chose importante, c'est, je voulais revenir sur l'investissement. Il y a quand même un sujet autour du patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formes d'exercice pluriprofessionnels, les formes d'exercice vont être de plus en plus collectives. Il va y avoir de l'investissement de plus en plus important. Ça va poser un problème d'entrée sur le marché des jeunes parce que le ticket d'entrée va être important. Et la question, c'est aussi que s'il n'y a pas de règles claires de qui possède le patrimoine, ça peut détruire des collectifs. C'est-à-dire que quand dans une maison de santé pluriprofessionnelle, les médecins, dont certains possèdent tous les locaux, partent à la retraite, ils vont
réclamer à ce moment-là de vendre, ils vont vouloir vendre et ça peut faire péter les structures. Je pense que ça se pose aussi pour les spécialistes. Donc il y a un problème, une réflexion à avoir aussi sur finalement, est-ce qu'il faut toujours posséder l'outil de travail? Quelles sont les règles? Est-ce qu'il faut aller vers des formes plus coopératives? Il y a une vraie réflexion à avoir aussi là-dessus, qui, alors peut-être pas dans la négociation conventionnelle directement, mais qui est assez importante parce que, enfin, je pense que Vincent Dédès... Oui, juste répondre. Non, mais c'est un sujet parce que il y a une augmentation de capital nécessaire dans l'exercice. Donc comment on gère ça tout en étant dans une logique professionnelle? Parce que le risque, c'est que les médecins deviennent eux-mêmes les capitalistes et à ce moment-là, ils n'auront plus de différence avec les financiers, hein, parce qu'ils vont devenir eux-mêmes des financiers. Donc il y a une équation compliquée à résoudre. Il y a un vrai manque aujourd'hui dans la formation des médecins et on le voit bien d'ailleurs dans les jeunes qui sortent, voir ce qu'ils signent. On a aujourd'hui, il n'y a aucune formation, effectivement, sur ce genre de sujet. On voit bien que nos jeunes confrères, parfois, signent des signes qui sont complètement aberrants. Et effectivement, on a besoin de mettre dans la formation des médecins, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est effectivement un contrat d'exercice, un contrat d'engagement, avoir un minimum de formation. Quelques interrégions l'ont fait, mais c'est vraiment un minimum, et c'est vrai que ça leur manque énormément. Et on se retrouve avec des gens qui signent, et on a parfois même des gens, on parlait de centres de santé, on parlait de financiers. Quand on voit passer les contrats, je me dis, mais mon Dieu, comment ils ont pu signer ce genre de choses, en fait. Et je vous rejoins pleinement, hein, que le financier s'appelle un fonds d'investissement américain ou que le financier soit un médecin local. Donc, effectivement, on est sur un modèle plus coopératif. Bon, voilà, quand on accueille des jeunes, bah, effectivement, ce n'est pas des gens qui doivent assurer notre retraite. Voilà, donc c'est à nous de réfléchir sur ce modèle-là. Voilà. Peut-être pour répondre à votre question sur en fait, où trouver l'argent. Je vais le dire de manière un peu... un peu trivial. Alors, je pense quand même qu'il y a... Enfin, moi, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a quand même des différences entre les spécialités, sur ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire être médecin et être entrepreneur, c'est-à-dire accepter de prendre ce rôle de gestionnaire. Et je pense que tous les médecins ne sont pas prêts. Après, vous avez raison. Pour être gestionnaire, il faut avoir les moyens d'être gestionnaire. Une fois qu'on s'est dit ça, alors ce qui est assez amusant quand même, c'est que sur les ophtalmos, quand même, la part d'ophtalmo en secteur 2, elle a baissé depuis 10 ans. Vous étiez à 60%, vous rapprochez de 50% de praticiens en secteur 2. Ah non, on a 63. Ah 63. Ouais. Non. Oui, je compte l'Optam. Ah oui, avec l'Optam, non. Ah bah oui. Oui, avec l'Optam, oui. Voilà. Je suis désolé, mais moi, ça me fait très plaisir, parce qu'effectivement, quand on a des présentations, effectivement, on a les secteurs 1 et les secteurs 2. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes qui ont fait l'effort d'aller effectivement à l'Optam. Donc, effectivement, moi, ça me fait plaisir de vous entendre séparer effectivement secteur 1, secteur des Optam et non-Optam. Optam qu'on va d'ailleurs devoir retravailler. Mais juste pour dire, en fait, quand il y a un dépassement d'honoraires, en fait, un secteur 2, un dépassement d'honoraires, il est pris en charge par une complémentaire et en partie par l'assuré. Le sujet de la complémentaire santé, on dit finalement il faut faire participer les organismes complémentaires. Quand vous regardez les organismes, je dis pas ça du tout pour, je pose juste les termes du débat pour que chacun, j'allais dire, en apprécie un peu la complexité. C'est juste que les complémentaires santé, quand vous regardez aujourd'hui leur bilan financier, elles dégagent très peu de marge. Une mutuelle aujourd'hui, elle est très peu rentable. Alors, pour plein de raisons, etc. Mais il y a 30% de frais de gestion. En tout cas, aujourd'hui, elles sont... Je veux dire, c'est un secteur qui est concurrentiel. Et donc, elles ont des frais d'acquisition. Et donc, elles ont des frais de gestion. Alors après, s'il fallait refaire différemment, sans doute qu'il y a des choses qu'on ferait différemment. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, une complémentaire santé, elle fait très peu de marge. La santé, c'est pas un truc qui rapporte beaucoup. Je termine juste. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, il y a une répercussion quasi systématique sur les tarifs des contrats quand vous avez une hausse des coûts des complémentaires. Alors, vous avez les contrats collectifs qui sont en partie payés par les employeurs. Donc ça, le fait que les employeurs mettent un peu plus, c'est une piste, mais qui est limitée. Après, pour nous, j'allais dire, un des indicateurs intéressants, c'est la complémentaire du retraité de 75 ans. Quand vous regardez le prix de la complémentaire pour un retraité de 75 ans, c'est un prix extrêmement important, compte tenu de son niveau de vie.
et ça prend déjà une place dans ses dépenses qui est très importante. Et donc la question, c'est finalement dans l'allocation de ces revenus, jusqu'où est-ce qu'il peut monter pour sa santé. Alors je suis d'accord avec vous, vous allez dire la santé c'est prioritaire, etc. C'est vrai. Mais je veux dire, on a quand même un sujet aussi d'accès aux soins des gens. Et donc, la question de savoir quel est le bon équilibre entre la solvabilisation totale par l'assurance maladie, la mutualisation par des complémentaires avec à la fin des cotisations qui sont payées qui sont quand même payées par les assurés et un reste à charge assuré, cet équilibre-là, il n'est pas très facile à trouver. En tout cas, dans une logique où il faut globalement augmenter les investissements. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre un peu nos chakras sur la manière dont on va procéder. Mais il n'y a pas de... le secteur 2 n'est pas une évidence non plus, dans le sens où, en fait, si demain, les gens ne peuvent plus se payer soit des complémentaires, soit des dépassements, en réalité, on n'aura pas totalement résolu collectivement le problème d'accès aux soins. Donc, il y a un juste milieu sans doute à trouver. Mais... Ouais, mais en fait, la C2S, c'est 10% de la population. Je veux dire, quand vous regardez la répartition interdécile des revenus des gens... Je suis d'accord, en fait, j'entends souvent cet argument, mais quand vous regardez la répartition des revenus des gens, en fait, les gens qui gagnent plus de 3 000 euros, c'est 10% de la population, quoi. Et donc, des gens dont on peut se dire, à la fin du mois, ils peuvent... payer, en fait, c'est pas beaucoup de gens. Je vous dis juste ça parce que Mais c'est... Parce qu'il y a... Non, mais c'est vrai qu'en ophtalmo, on a très peu de variations de prise en charge sur les populations, les zones sous-dotées ou pas, le fait que les médecins fassent des dépassements ou pas. L'IRDS a sorti des coupes très homogènes là-dessus. Donc c'est intéressant, mais je pense que c'est un vrai sujet pour d'autres spécialités. Ouais. Plus par rapport à la dermato, la cardiologie, etc. C'est pas pour caricaturer, c'est juste pour vous dire que la question de savoir, en fait, finalement, pour investir, pour avoir le bon niveau d'investissement dans la santé, qui doivent être les payeurs et comment on doit répartir, entre guillemets, l'investissement entre les payeurs, c'est une question à laquelle il n'est pas hyper facile de répondre. Et vous avez raison, je pense que dans certains cas, on se dit qu'il pourrait y avoir une allocation individuelle de ses propres ressources, un peu plus en faveur de la santé, un peu moins en faveur de choses qu'on considère comme... Mais c'est pas un sujet si facile que ça, quoi. Voilà. Non, mais je crois qu'on en est bien conscient. Je pense qu'on est aussi conscient de la difficulté aujourd'hui qu'ont les mutuelles, d'accord ? On voit des mutuelles qui sortent du domaine du champ de la santé, d'accord ? On en voit quelques-unes. Elles sont aussi ponctionnées, le forfait médecin traitant, où elles sont peu visibles. Et puis, dernièrement, elles ont aussi été ponctionnées de 500 millions d'euros, ce qui les met en difficulté. Mais je pense qu'aujourd'hui, et on est conscient de tout ça, et on est conscient de la répercussion sur le français moyen, entre guillemets, particulièrement pour les précaires, mais les précaires sont plus accompagnés que les autres, et c'est vrai, les retraités. Mais il faut, à mon avis, mettre en place une négociation. Une négociation pour savoir jusqu'où on peut aller, ce que l'on peut faire, et puis, je le redis, il y a des choix. Quand aujourd'hui l'assurance maladie me dit on pourrait peut-être essayer de faire de la pertinence des prises en charge, je suis désolé, pourquoi les financiers ne feraient pas de la pertinence de leur financement ? Parce qu'aujourd'hui, il ne me semble pas que, toujours le même exemple, l'ostéopathie, d'accord, soit quelque chose de validé. Alors, le bien-être, je ne suis pas contre le bien-être, je comprends tout ça. Mais est-ce que c'est le champ d'action des mutuelles santé que d'aller sur le bien-être ou des assureurs? Alors après, il y a des surassurances, c'est autre chose. Mais voilà. Alors c'est vrai que c'est un domaine concurrentiel, mais aujourd'hui, dans une période particulière de difficulté,
et de besoin de réinvestir dans la santé et de retrouver une dynamique, est-ce qu'un acteur comme sont les mutuelles santé ne pourrait pas faire un effort de ce côté-là pour accompagner le milieu de la santé à se restructurer et se réorganiser? Bon, cette interrogation, on va mettre la fin de la table ronde parce qu'il est 10h45. Je remercie tous les intervenants, ça a été passionnant. On pourrait continuer encore 1 heure, 2 heures, sans problème. Et ça va durer quelques heures avec ouais. Merci à tous.